Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Christophe, avec Lisa, on va vous présenter le travail qu'on a mené avec de nombreux membres du Pacte du pouvoir de vivre sur le budget. Donc, on a construit ensemble des propositions dans la perspective du débat budgétaire, qui est un gros débat de cette rentrée, mais qui est toujours d'habitude un débat de l'automne, hein, puisque il faut avoir voté la loi de finances pour la fin d'année. Euh, donc c'est un travail qu'on a mené avec un certain nombre de membres et d'ailleurs je salue et je remercie les membres et les personnes qui sont peut-être présentes dans ce webinaire et qui ont contribué à ce travail. Alors pourquoi travailler sur le budget? Évidemment, le budget, c'est le nerf de la guerre. Et nos organisations ne sont pas fiscalistes, on n'a pas des équipes entières d'économistes. Euh, mais c'était très important pour le pacte et pour les membres euh, de sortir de la dimension ultra technique qu'on associe souvent au budget et au débat budgétaire. Vous avez dû vous en rendre compte dans ce qu'on lit dans la presse, etc. Il y a cette dimension ultra technique. Euh, L'important pour le pacte et les membres, c'était de donner un sens à ce débat budgétaire. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire depuis 2 ans, comme l'a dit Christophe. D'une part, en 2023, en travaillant sur les besoins, puisqu'il va falloir contribuer à financer l'avenir. Et cette année, pour le PLF donc 2026, on a souhaité davantage orienter notre travail sur les marges de manœuvre, puisqu'il faut bien identifier des marges de manœuvre pour justement financer le projet de société porté par le pacte. Alors, quelques éléments de contexte rapides. Évidemment, on est dans un contexte budgétaire sérieux, c'est-à-dire qu'à aucun moment le pacte du pouvoir de vivre ne dit qu'il n'y a pas un enjeu économique dans le moment actuel. Notre déficit a atteint 5,4% du PIB au premier semestre. Certes, il est un peu moindre qu'en 2024, mais on voit très bien l'ampleur du défi devant nous, puisque l'objectif, selon les règles budgétaires européennes, c'est un retour sous la barre des 3% d'ici à 2029. Ce qui est assez intéressant quand on regarde la littérature et notamment par exemple l'OFCE, c'est que on se met dans une trajectoire de réduction du déficit public et c'est vraiment cette trajectoire qui est importante, c'est-à-dire de construire notre capacité à y répondre. Et l'OFCE dit que ça nécessite en fait de réduire notre déficit public d'environ 20 milliards d'euros par an, ce qui donne une perspective d'action, une réflexion à mener sur la manière dont on peut éventuellement réduire les dépenses, on y reviendra, mais aussi dont on peut identifier un certain nombre de recettes justes, puisque ça a été l'objet prioritaire de notre travail. Alors, je le disais rapidement tout à l'heure, mais c'est quand même l'important pour nous en tant que collectif du Pacte du pouvoir de vivre, et c'est important pour les membres, c'est que un budget, c'est avant tout un projet, c'est un projet de société, c'est des moyens au service d'une vision de la société, au service d'un certain nombre de priorités. Donc, on a souhaité rappeler ici assez rapidement hein, qu'il y a besoin d'investissement et d'accompagnement aussi, notamment des personnes les plus modestes, par exemple dans la transition écologique. Et en fait, ces besoins, ils sont assez massifs. Si on prend l'exemple de la transition écologique, le rapport Pisani-Mahfouz, qui a été publié il y a quelques années, a dit qu'il fallait 66 milliards d'euros par an d'investissement public, tout investissement confondu, ce qui nécessite... Je me permets juste d'intervenir parce que le PowerPoint n'avance pas. T'as pas mis Ah, le diaporama alors qu'on a. il avance devant mes yeux, mais il n'avance pas devant les Il vôtres. avance pas sur l'écran, ouais. Du coup, voilà. Ok. Alors, comment Je régler? pense que c'est parce qu'il est pas en présentation. Il faut le mettre en présentation. En fait, il faut du coup le fermer, le mettre en présentation sur son écran et repartager ensuite. Alors, il est en présentation sur mon écran. Ouais, mais il a dû être mis après, je pense. Est-ce que là, vous voyez Ou quelque chose? sinon, oui, tu fais ça. C'est juste que du coup, il est pas en diaporama, quoi. Il Ouais, est je en. vois. Là, il est pas bah, il Voilà, l'était tout à l'heure, mais bon, désolé pour le voilà. cadre. Non, non. Vous voyez l'essentiel. Et désolé de mon introduction. Non, merci à toi.
Donc je disais qu'il y avait des besoins d'investissement et d'accompagnement. J'évoquais la transition écologique avec les besoins à hauteur de 66 milliards d'euros par an, ce qui implique 25 à 34 milliards d'euros par an d'investissement public. Et on a souhaité mettre en évidence un chiffre également sur la santé, mais évidemment il y en a d'autres, hein. Mais sur la santé, les organisations évaluent un besoin à un peu plus de 9 milliards d'euros par an jusqu'à 2030, par exemple pour une politique sur la perte d'autonomie, qui soit à la hauteur des besoins et des enjeux. Donc ça, c'est pour montrer la nécessité d'investir dans l'avenir. Et ça, c'est très important pour nous, puisqu'évidemment, encore une fois, c'est associé à un projet. Et c'est d'autant plus important qu'un certain nombre de littératures, d'instituts, etc., nous disent, mais on le sait depuis un certain nombre d'années quand même, que l'inaction coûte plus cher que l'action. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour des comptes a sorti il y a quelques jours un chiffre nous disant que si on n'agissait pas suffisamment sur la question climatique, on risquait de perdre à l'horizon 2050 11,4 points de PIB. Donc là, on n'est pas du tout dans l'épaisseur du trait, on est dans le fait de préparer l'avenir et d'anticiper les enjeux d'avenir. Alors, on a eu un budget présenté par l'ancien Premier ministre François Bayrou. Donc on est dans l'attente du nouveau budget présenté par le gouvernement actuel. On a souhaité quand même revenir sur un certain nombre de coupes budgétaires qui ont été présentées le 15 juillet, mais qui sont aussi dans l'air du temps. Et donc on les a remises ici parce qu'elles sont importantes à regarder de près. Et elles sont importantes puisque le budget qui avait été présenté était essentiellement, majoritairement basé sur un certain nombre de coupes dans les dépenses et de coupes qui avaient un impact délétère, dramatique sur un certain nombre de personnes. Et en définitive, un budget qu'on n'a pas bien compris tant il pénalisait notamment les plus modestes. Quelques exemples ici, donc on verra ce qui est annoncé ou présenté, mais vous vous souvenez qu'il y avait eu l'année blanche, qui est toujours dans les débats actuels. Voilà, l'année blanche, c'est concrètement 155 euros en moins par an pour les bénéficiaires du RSA, ce qui équivaut à environ 13 euros par mois, donc 2 à 3 jours de budget alimentation. C'est 250 euros en moins par an pour les bénéficiaires de l'AAH, et on pourrait faire la petite liste comme ça. Mais on voit très bien les impacts concrets de cette année blanche sur les personnes, accentuant encore les difficultés ou la fragilité de certains ménages. Il y avait de la même manière moins de financement pour la transition écologique. C'était le cas du fonds vert. Le fonds vert, hein, c'était un fonds qui était mis à disposition des collectivités territoriales, notamment pour s'adapter, par exemple, au changement climatique, par exemple, pour rénover les écoles. Et donc là, de la même manière, on réduisait l'ambition de ce fonds vert. Il y avait également un budget, bon, ça c'est acté, un budget, une ambition réduite pour ma prime rénov, alors même que le dispositif fonctionnait, alors même qu'on a besoin d'accélérer sur la rénovation des logements. Et donc une prime rénov qui était à la fois moins ambitieuse et moins généreuse. Voilà, on pourrait faire la liste. Là, j'ai mis aussi l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. On pourrait y revenir tout à l'heure si vous le voulez dans les questions, mais on voit bien sur qui pèse ou pesait à chaque fois toutes ces coupes. Donc pour passer aux propositions du pacte, comme je disais tout à l'heure, ces propositions, on a décidé collectivement alors d'y travailler depuis le début de l'année, mais d'y travailler sur la partie marge de manœuvre, c'est-à-dire comment on peut identifier un certain nombre soit de réduction de dépenses ou de moindre niche fiscale, j'y reviendrai, quand on dépense mal, c'est-à-dire quand c'est pas suffisamment ciblé sur des enjeux de transition écologique ou sociale ou que c'est pas justifié, et des marges de manœuvre en termes de justice fiscale, et ça c'est Lisa qui y reviendra en détail. Moi, quelques éléments pour finir sur donc le premier pilier dont je parlais tout à l'heure, sur la partie économie. C'est-à-dire que évidemment qu'on peut regarder là où on peut faire des économies, là où on peut réduire les dépenses, où on peut réduire certaines niches fiscales, parce que dans ce moment dans lequel on est, on a besoin de cohérence budgétaire. Et la cohérence budgétaire est aussi au service de la justice. Et ça, c'est très important. Donc on a mis ici trois exemples, mais vous retrouverez l'ensemble des propositions du pacte dans notre document, et notamment la version actualisée qui paraît aujourd'hui. Il y a par exemple la question des niches fiscales défavorables à l'environnement.
Alors, le budget vert, qui est une sorte de volet du budget de l'État, a identifié qu'il y avait environ un peu plus de 8 milliards d'euros de dépenses, ou de niches fiscales qui étaient défavorables à l'environnement. Et alors même, pour l'anecdote, qu'il y a un peu plus de 80 milliards d'euros qu'on ne sait pas qualifier. Donc on voit bien que là, on a un budget qui est mal dépensé, ou en tout cas un manque à gagner qui n'est pas adapté aux enjeux du moment. Et donc si on propose des évolutions progressives sans impact sociaux, et ça c'est très important pour nous, on peut là faire une économie de 3 milliards d'euros par exemple. On a aussi fait une proposition sur le crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est la première niche fiscale en France, dans le budget de la France, et ça coûte près de 8 milliards d'euros. Là aussi, on peut cibler davantage le crédit d'impôt recherche auprès des PME, par exemple, pour les aider à investir et à innover dans la recherche. Là où aujourd'hui, ce sont davantage les très 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 grands groupes qui bénéficient de cette aide sans impact concret. Et ça, c'est aussi très sourcé par la littérature. Donc là, on peut faire de nouveau un gain de 3 milliards d'euros en adaptant cet outil, et donc pas en le supprimant, mais pour le mettre au service vraiment des entreprises qui en ont besoin économiquement. Le dernier point, c'est un sujet que vous avez peut-être entendu dans les médias et dans les débats, c'est la question des exonérations de cotisations sociales patronales. Donc là, de la même manière, en fait, il y a notamment des rapports parlementaires qui ont montré que il y a une efficacité avérée de ces exonérations jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Aujourd'hui, il y a une exonération qui va jusqu'à 3,3 fois le SMIC. Cette efficacité, il faut qu'on puisse, enfin, ce financement et ces exonérations, il faut qu'elles puissent être mises en place là où c'est efficace. Et donc nous, on propose de revoir en effet ces exonérations, de les conditionner aussi à l'engagement des entreprises. Et là, il y a un gain possible qui est vraiment conséquent puisqu'il est à hauteur de 18 milliards d'euros. Donc là, c'est vraiment pour vous donner une idée, quelques, on va dire, idées de ce qu'on a pu mettre dans le document, mais il y a d'autres propositions qu'on vous laissera découvrir. Je laisse la parole à Lisa. Oui, merci beaucoup Amandine et bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que je peux avoir la slide d'à côté? Ouais, merci beaucoup. Donc, Amandine, on a un petit peu parlé forcément, mais nous, on voulait revenir peut-être un peu plus en détail, même si évidemment c'est quand même très large, sur le contexte d'injustice fiscale, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, on a parfois du mal en fait à définir vraiment de quoi il s'agit au-delà des formules. Et en fait, c'est très chiffré, donc je vais pas vous, vous assommer de chiffres, mais au moins vous donner des grandes ordres d'idées qui permettent de comprendre les enjeux. Déjà, donc, il y a la question des recettes. Donc, dans le budget, on en entend beaucoup parler, ne serait-ce que politiquement. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, voire est-ce qu'il faut créer des impôts, ou est-ce qu'il faut absolument pas y toucher? En tout cas, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que ces dernières années, on a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de recettes fiscales, du fait de différentes réformes. On reviendra sur certaines après, mais voilà, donc du fait de certaines réformes, donc notamment la suppression de l'ISF qui a été transformée en IFI avec en fait un gain qui est quand même bien moindre désormais. Et de manière générale, donc la Cour des comptes chiffrait donc entre 2018 et 2023 la perte fiscale à 62 milliards d'euros, ce qui est quand même vraiment très important, sachant que il y a les pertes d'impôts, enfin, il y a les pertes fiscales directes, mais il y a aussi les conséquences de ces pertes fiscales. Donc, je pense par exemple à la suppression de la taxe d'habitation qui a représenté une baisse de ressources pour les collectivités locales et qui aujourd'hui contraint l'État à redonner de l'argent via la TVA. Donc, en fait, il y a les pertes fiscales et il y a aussi les conséquences de ces pertes fiscales. Donc, il y a vraiment un sujet de recettes, en tout cas aujourd'hui, qu'on ne peut pas ignorer ou qui, en tout cas, qui du moins est chiffré par les grandes institutions de notre pays. Donc ça, c'est quand même le premier élément important qu'on voulait mettre en avant. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a vraiment une inégalité fiscale, donc au bénéfice des très riches. Donc il y a cette formule qui est assez frappante, donc l'imposition en France est quand même censée être progressif. Et parce que le principe constitutionnel, c'est que chacun participe à hauteur de ses moyens, donc de ses capacités.
Or, passé un certain niveau de richesse, ce qu'on constate, c'est qu'en proportion de leurs revenus, les plus riches payent moins d'impôts que les autres. Donc là, typiquement, les 0,1% des plus riches, qui sont des gens très aisés, hein, payent 46% d'impôts, ce qui a priori est cohérent par rapport à notre système fiscal. Mais en revanche, les 0,002% des plus riches, donc là on parle des milliardaires, ne paient seulement que 26% d'imposition effective. Donc ça montre bien qu'il y a un décalage et qu'il y a il y a quelque chose, il y a quelque chose à travailler ou à revoir ici parce qu'on est complètement en désaccord avec le concept même de la juste participation fiscale. Et enfin, il y a un troisième point qui nous paraissait important à mettre en avant, c'est que de plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la richesse, elle s'hérite. Donc très concrètement, jusqu'à voilà, les années 70, et c'est le chiffre qu'on met en avant, les revenus principaux, la richesse pouvait être mise en place donc, via les revenus du travail. Donc, c'est-à-dire qu'on travaillait et on pouvait s'enrichir au fur et à mesure. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en fait, la fortune, elle se construit majoritairement du fait de l'héritage. Et donc, ça veut dire que l'héritage prend une place de plus en plus importante en France dans la consolidation, dans la construction des patrimoines. Et à l'inverse, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile en France de pouvoir progresser, de pouvoir avoir un patrimoine qui évolue grâce aux fruits de notre travail. Ce qui pose quand même un problème au regard de notre système de travail, de notre système global en France. Donc c'est un vrai sujet économique et on en entend beaucoup parler, mais souvent avec des mauvaises solutions. On pourrait y revenir à la fin si vous voulez. Donc, nous, on pense qu'il y a quand même des pistes de solutions. Est-ce que je peux avoir l'autre slide, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On pense qu'il y a quand même des pistes de solutions, donc que ces inégalités fiscales, elles existent, mais qu'en fait, elles peuvent être corrigées. Et pour ça, on a pas mal de pistes. Donc, dans notre document, donc Amandine vous l'a dit, on va publier aujourd'hui la version 2 de ce document, donc une version actualisée. Mais voilà, on voulait revenir quand même sur certains points. Déjà, il y a un enjeu qui est quand même assez important qui concerne les revenus du capital aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en fait moins taxés que les revenus du travail. Donc concrètement, aujourd'hui, vous êtes travailleur, travailleuse, vous payez des impôts. Et en fait, si jamais votre fortune principale, elle provient de dividendes, et ben en fait, vous allez payer moins d'impôts en proportion. Et en fait, c'est notamment lié donc, à la suppression de l'ISF, parce que lorsque l'ISF a été supprimé en 2018, il y a eu la création donc, de l'impôt sur la fortune immobilière et la création donc, du PFU, le prélèvement forfaitaire unique, donc qu'on appelle aussi la flat tax, et qui en fait a instauré un taux de 30% sur les revenus du capital au lieu de 45% donc sur les revenus du travail. Donc en réalité, aujourd'hui, on peut toujours décider de faire en sorte que que nos revenus nos revenus du capital, que les dividendes soient taxés sur la même échelle que l'impôt que l'impôt sur le revenu. Mais évidemment, c'est pas ce que font les gens et c'est pas ce que font les gens avec des dividendes importantes parce qu'en fait, ils sont perdants. Là, ils ont un taux de 30% au lieu de 45%. Donc c'est quand même quelque chose qui pose question. Pourquoi est-ce que des revenus sont moins taxés sous une forme que sous une autre? Encore une fois, on voit quand même bien qui ça avantage. Et par ailleurs, c'est quand même un vrai manque à gagner puisque le Conseil d'analyse économique cette année a sorti un rapport et il estime que si jamais on supprimait la flat tax, le PFU, et qu'on taxait les revenus du dividende au même niveau que les revenus du travail, donc c'est-à-dire aussi avec la même progressivité, donc potentiellement un taux de 45% pour les personnes qui ont des revenus importants, eh bien, si on faisait tout ça avec un système d'optimisation, en luttant contre les optimisations fiscales, etc., on pourrait atteindre un gain de 9 milliards d'euros donc, par an. Donc encore une fois, c'est quand même une somme conséquente. Et un autre sujet qu'on voulait mettre en avant, et je vous en ai parlé juste avant sur la question de la richesse qui s'hérite de plus en plus en France, c'est le pendant, c'est qu'il y a un vrai sujet sur l'imposition des successions qui aujourd'hui bénéficie aux grands héritiers. Et je sais que c'est pas très intuitif parce qu'il y a un vrai biais en fait. Tout le monde a l'impression que les grandes successions, que les successions tout court sont extrêmement taxées en France. C'est pas le cas. Là, pour vous dire, donc en France aujourd'hui, on peut recevoir un demi-million d'euros tous les 15 ans, euh, pas taxé. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et surtout que quand on parle de cette possibilité-là, on parle aussi de fenêtres pour les personnes qui ont l'éducation fiscale, qui peuvent être conseillées, etc., qui leur permet en réalité de faire ça plusieurs fois dans leur vie, parce qu'aujourd'hui, ce qui est taxé, c'est les transmissions, donc c'est vraiment l'action de transmettre
plus que enfin, et pas l'héritage global. Donc ça veut dire que vous êtes une personne, vous héritez en une fois, en fait vous taxez enfin vous payez la même somme sur cet héritage que quelqu'un qui va recevoir cette somme-là, mais qui va l'avoir reçue, qui va en avoir reçu plusieurs autres au cours de sa vie, quoi, ou qui va en recevoir plusieurs autres au cours de sa vie. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment un sujet et on a plein de propositions sur ça dans notre document. Donc on travaille notamment beaucoup avec Oxfam, dont c'est un des gros sujets. Et on voulait aussi mettre en avant le pacte Dutreil, parce qu'on va beaucoup en entendre parler, je pense, pendant les discussions du prochain PLF. Donc le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui d'exonérer à hauteur de 75% les transmissions professionnelles. Initialement, l'intention, elle était plutôt louable, c'était de pouvoir protéger donc les entreprises et ne pas en fait ne pas abîmer le tissu économique local, donc permettre à des gens de pouvoir transmettre leur entreprise à leur famille, à leurs salariés, sans que ces personnes aient besoin de s'endetter ou voilà, n'aient juste pas les moyens de le faire. Donc sur le papier, pas de problème, sauf que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce pacte Dutreil, en réalité, il est de plus en plus utilisé et il est de plus en plus utilisé pour permettre de transmettre des holdings familiales de manière très peu taxée, quoi. Donc la Cour des comptes y travaille actuellement, elle va sortir un rapport. On n'a pas encore le chiffrage exact, mais a priori, ça pourrait être un dispositif qui coûte à lui seul 4 milliards d'euros. En tout cas, c'est les chiffres qui sont discutés. Donc là encore, c'est pas rien. Et surtout, c'est toujours le même sujet et c'est quand même quelque chose à corriger, c'est que ça bénéficie quand même toujours aux personnes les plus riches. Donc là encore, on est quand même en opposition avec nos principes fiscaux fondamentaux, quoi. Et donc, on voulait faire un dernier focus avant de répondre à vos questions. C'est sur le patrimoine, enfin la taxation des très hauts patrimoines. Oui, merci beaucoup. Donc, on en entend évidemment beaucoup parler et enfin, ça devient quand même peut-être même plus compliqué de comprendre les enjeux puisque c'est quelque chose qui devient très politique aujourd'hui. Mais là encore, il y a quand même un très gros sujet d'inégalité en ce qui concerne le patrimoine, parce que ce qu'on constate quand même, c'est que le patrimoine des 500 plus grandes fortunes, il a énormément augmenté ces dernières années. Donc, on parle d'une multiplication par 14 entre 1996 et 2025, qui est bien plus importante que l'augmentation de la richesse des autres corps de la population en proportion. Donc, là encore, il y a une inégalité qui est quand même assez claire, qui est quand même très chiffrée. Et en fait, ces inégalités, elles ne cessent de croître puisque les très hauts patrimoines ont une croissance très importante chaque année. Donc là, entre 5 et 10%. Donc c'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment le fondement de nos inégalités. C'est que les richesses, la richesse globale de la population française augmente quand même pas ou très peu. C'est assez faible. Et en proportion, la richesse des très grandes fortunes augmente de manière très très forte. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un gros sujet notamment et oui, et évidemment, pourquoi est-ce que ces patrimoines peuvent évoluer de manière si importante? C'est qu'il y a il y a une absence de taxation des patrimoines, c'est-à-dire donc on l'a vu, les revenus déjà du patrimoine, les dividendes sont moins taxés que les revenus, mais en plus, le patrimoine en tant que stock aujourd'hui n'est pas taxé. Donc en fait, il y a un vide fiscal qui permet quand même aussi cette évolution. C'est pour ça qu'il y a donc le modèle de la taxe Zuckman qui est proposé, que nous, on soutient au pacte du pouvoir de vivre, et donc qui pourrait rapporter donc, entre 15 et 25 milliards d'euros de recettes annuelles. Et l'idée, en fait, c'est une taxe plancher. Donc le principe d'une taxe plancher, c'est que passer à un certain niveau de richesse, donc là en l'occurrence 100 millions d'euros, vous êtes taxé à hauteur de 2% de votre patrimoine si jamais vous n'avez pas déjà payé des impositions à ce même stade, quoi. En gros, si vous prouvez que vous êtes déjà dans ce cadre-là, vous êtes exonéré de cette taxe, sachant qu'on parle de 1800 ménages, donc c'est quand même, encore une fois, une proportion très faible de la population, et on pourra en reparler, mais on parle encore une fois d'une portion de patrimoine. On ne parle pas de taxer les grosses entreprises françaises comme on entend beaucoup parler. Et nous, justement, on voulait quand même terminer sur ça, c'est qu'il y a un gros sujet donc des entreprises, mais en fait, le vrai sujet, c'est le sujet des biens professionnels, parce qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut prendre en compte ou pas les biens professionnels. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, de slogans comme quoi ce serait très dommageable pour l'économie du pays, pour
la croissance, etc. En réalité, ce qui est compliqué, c'est qu'à ce niveau-là de richesse, en fait, les patrimoines sont composés en grande majorité de ces biens professionnels. Donc, on parle en fait de patrimoine composé à 90% de ces biens professionnels, parce qu'en fait, ils sont structurés dans des holdings, donc c'est-à-dire en fait littéralement des structures qui sont créées pour ensuite pouvoir récupérer plusieurs entreprises, plusieurs biens, etc. Donc en fait, c'est des montages qui font que si jamais on exclut les biens professionnels, et bah de fait, on peut difficilement taxer ces fortunes en réalité, et donc en fait, on ne résout pas la problématique que je viens de vous présenter. Donc il y a évidemment des dispositifs à penser, et d'ailleurs, bah, voilà, ils sont travaillés, et c'est important pour ne pas pénaliser des structures qui pourraient avoir des modèles peut-être un peu moins solides, entre guillemets, donc je pense notamment aux fameuses licornes, etc. Mais pour nous, c'est quand même important de l'avoir en tête, et que ce soit la taxe Zuckman ou d'autres taxes, parce qu'on en entend aussi parler, la question de taxer les holdings avec les patrimoines dormants, etc. Honnêtement, ça peut être des options qui sont intéressantes, parce que si ça répond à ce sujet-là, bah pour nous, c'est à creuser. Mais par contre, quand vous entendez parler de mesures censées être révolutionnaires qui excluent les biens professionnels, bien sachez que là, ça loupe quand même de fait la cible. Et je termine juste sur un point, c'est aussi que les personnes qui travaillent donc sur ces modèles-là insistent aussi sur le conseil, donc enfin, le fait que ces personnes sont très bien conseillées par des fiscalistes, etc. Et que requalifier des biens, c'est pas si difficile que ça. Donc en fait, la crainte aussi qui est mise en avant, c'est de dire, bah, si jamais vous offrez la possibilité de trouver une manœuvre en disant non, si c'est bien professionnel, c'est pas taxé, bah, potentiellement, vous pouvez aussi rater vos types, ne serait-ce que sur les 10% restants, parce que c'est pas difficile de faire rentrer des biens dans une holding. C'est pas difficile quand on est bien conseillé, hein. Je dis pas que je sais le faire. Mais voilà. Je pense que je vais peut-être m'arrêter là, et puis on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation assez complète. Il y a des premières questions sur effectivement, pour le coup, une question qui est assez compliquée, qui traverse nos organisations, notamment sur la question de ce qu'on appelle les niches fiscales défavorables à l'environnement, c'est-à-dire comment on qualifie exactement ce qui est défavorable ou pas à l'environnement, puisque c'est une définition qui peut être, ma foi, assez large en fonction de qui s'exprime. Et puis une question aussi sur la taxe d'habitation qui a été progressivement supprimée depuis 2018. Et du coup, de savoir si nous considérions qu'ils nous sont favorables en fait à son rétablissement. Voilà pour les premières questions. Je vais répondre sur la question des dépenses néfastes pour l'environnement. Euh, En fait, le prisme pris prioritairement, c'est le prisme climatique. C'est-à-dire que typiquement, je vais prendre le tarif réduit sur les énergies fossiles pour les industries. Donc ça, on comprend bien que les industries gazières, charbon, etc., elles ont un impact, elles contribuent par leurs émissions à accélérer le changement climatique. Donc tout ce qui contribue de manière nette, précise, etc., à augmenter les émissions de gaz à effet de serre sont qualifiées comme néfastes à l'environnement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu plus de 80 milliards des dépenses de l'État qui ne sont pas bien qualifiables. C'est-à-dire on ne sait pas les mettre dans quel paquet. Est-ce que c'est néfaste pour l'environnement? Est-ce que c'est mixte? Parce qu'on a aussi, il y a aussi une boîte de niche fiscale mixte, enfin un pacte mixte. Et puis il y a un angle mort majeur qui est celui de la biodiversité qui est toujours un peu le parent pauvre des sujets écolos, toujours évalué dans un second temps, ou un impact plus difficile aussi parfois à mesurer, hein, puisque autant on peut quantifier les tonnes de CO2, autant c'est plus compliqué ou plus complexe d'évaluer l'impact sur la biodiversité. Donc il y a tout cet aspect-là qui ne rentre pas en compte. Donc, les 8,1 milliards d'euros de niche fiscale défavorable à l'environnement, on va dire que c'est un plancher. C'est un minimum évalué aujourd'hui. Et donc, il y a un gros travail à faire pour progressivement, là aussi, en étant bien attentif aux impacts sociaux, à voir comment on peut les réduire pour mettre en cohérence les ambitions écologiques et puis un budget juste. La deuxième question était sur...
tu m'as dit. Sur la taxe d'habitation, est-ce qu'on est favorable ou pas? Est-ce qu'on considère que ce serait une mesure de justice fiscale que de la remettre? Alors, je peux commencer, mais tu compléteras peut-être, Lisa. Très clairement, là, bon, politiquement, la taxe d'habitation, Emmanuel Macron avait proposé de la supprimer pour 81% des bénéficiaires. Le fait est qu'il l'a supprimée pour tout le monde, donc y compris les personnes qui pouvaient très bien payer leur taxe d'habitation. Ce qui a un impact très concret, en effet, de budget moindre pour l'État, mais de budget moindre aussi pour les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie des mesures qui ont contribué à alourdir le déficit. Ceci étant dit, du point de vue d'un certain nombre de spécialistes ou même l'Association des maires de France, c'est compliqué aujourd'hui de la remettre en place. Parce que ça demanderait à réinstituer, enfin c'est toujours plus simple de faire évoluer une mesure que de la remettre de nouveau en place. En revanche, il y a un certain nombre de personnes, donc nous on n'a pas de propositions spécifiques là-dessus, mais qui disent qu'il faudrait réfléchir à une nouvelle fiscalité au niveau des collectivités territoriales pour recréer ce lien entre le fait d'habiter dans un territoire et d'y contribuer pour mener un certain nombre de projets. Donc il y a davantage des réflexions sur une autre fiscalité plus territorialisée au service du territoire que une réflexion sur la réhabilitation de la taxe d'habitation qui serait sûrement assez mal vécue par tout le monde. Donc politiquement, ce serait compliqué, mais sur le fond, c'était quand même un budget dont on avait largement besoin. En tout cas pour les 20% qui ont été finalement supprimés pour les personnes les plus riches. Lisa, peut-être que tu veux compléter. Non, bah, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter, je pense dessus, si ce n'est que au delà de la question fiscale, il y a aussi un enjeu politique, pour les collectivités locales parce que de leur côté, elles estiment en fait que c'est une rupture du lien qu'il y avait aussi, entre la population et elles et donc c'est un enjeu qui est aussi plus large, et aussi, qui, plus généralement touche à l'indépendance, enfin l'autonomie fiscale des collectivités, leur capacité, d'avoir des marges de manœuvre pour pouvoir répondre aux défis. Enfin, c'est quand même quelque chose de très large et sur lequel nous, évidemment, sur le papier, on est quand même d'accord, surtout que bah, on le développe un peu dans le document, mais elles ont un rôle clé dans tout, enfin, pour le financement de la transition écologique, pour les services publics, etc. Donc, il y a un vrai sujet et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, quoi. C'est pas, faut pas s'arrêter sur ça, quoi. Merci. Il y a des questions qui sont en marge, ou enfin, je ne sais pas si on peut les dire en marge en tout cas, mais qui parlent aussi des recettes et des dépenses de l'État, qui sont les questions des retraites, qui sont du coup pas abordées. Et ce questionnement-là de savoir pour quelles raisons nous ne les abordons pas dans nos communications ou ce que nous pouvons publier sur la question du budget. Et pareil, alors là, on a quand même un peu abordé sur les conditionnalités des aides aux entreprises. Est-ce qu'on peut là-dessus, apporter quelques précisions là-dessus. Et puis j'englobe une autre au passage, qui est sur la comparaison avec les pays voisins, les pays européens. Est-ce que là-dessus, on envisage ou pas, puisque c'est pas non plus abordé effectivement dans le travail que nous menons, est-ce que là-dessus, il y a des choses en vue, en partenariat, éventuellement, avec aussi la société civile organisée de pays voisins? Je te laisse répondre, Lisa, sur les premiers. Ouais, pas de souci. Donc sur la conditionnalité des aides aux entreprises, bah, nous, il y a 2 pendant pour nous, c'est à la fois, la question sociale, donc le fait de respecter, les minima de branche, le fait de pas, avoir de plans sociaux, enfin de pas lancer de plan social, après avoir récupéré des financements comme on l'a vu pour Michelin. Enfin, on a une con enfin on a détaillé pas mal de points, donc à la fois sur l'aspect social et aussi sur l'aspect environnemental. Donc en fait, tout simplement, le fait de respecter ses engagements et d'être cohérent par rapport à ce qui est mis en avant par l'entreprise aussi, parce qu'on le sait, sur toutes les grosses entreprises, il y a quand même une grosse politique de RSE et derrière, il y a quand même pas mal de freins. Donc en fait, la question, c'est aussi comment est-ce qu'effectivement on arrive à mettre en place ces contrôles très concrètement. Et en fait, bah, a priori, c'est quand même le sujet, c'est de faire ça à la base, quoi. C'est de plus cadrer
enfin, le conditionnement dès le départ, qu'est-ce qui fait qu'on a le droit à ces aides et comment est-ce qu'on calcule, quitte à ce que ce soit aussi par enfin, des rendez-vous un peu datés, parce qu'en fait, ce qui est mis en avant notamment par les grands groupes industriels, c'est de dire, oui, mais nous, on récupère des aides, en fait, on essaie de lancer des projets et finalement, ça se fait pas. Mais en fait, il devrait y avoir un suivi de ces aides qui est de dire, si jamais il y a eu des financements pour un projet qui ne se fait pas, et ben dans ce cas-là, cet argent public, il n'y a pas de raison qu'il reste, enfin, qu'il soit toujours. Enfin, ces aides publiques n'ont plus de raison d'être, donc elles sont censées être redirigées ailleurs. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet de suivi, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu la commission d'enquête du Sénat qui a fait un gros travail sur les aides aux entreprises de manière générale, pas que sur la conditionnalité des aides aux entreprises. Et ce qu'elle met en avant, et c'est un sujet quand même majeur, c'est qu'il y a très très peu de suivi aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet, mais en fait très peu de lisibilité. Et enfin, la conditionnalité des aides aux entreprises, très concrètement, et il faut qu'elle puisse être mise en place dans un cadre beaucoup plus lisible, en fait, qui ait des critères très clairs. Donc voilà, donc cette commission d'enquête, c'est quand même un premier niveau, mais c'est ce qui ressort très clairement. Et peut-être que j'enchaîne juste sur la question des exemples des pays européens ou pas d'ailleurs. Donc oui, effectivement, bah, nous, c'est quelque chose qu'on regarde aussi et c'est très intéressant, par exemple, sur le pacte du trade sur les successions. Bah, l'Allemagne avait un pacte du trail qu'elle a fait évoluer de manière assez intéressante. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Et pourtant, c'est pas les exemples ces temps-ci, mais sur la taxation des patrimoines, des stocks dormants dans les holdings, il y a eu une taxe récemment sous Biden. Donc mise en place aux États-Unis. Donc si on regarde ce qui peut être intéressant, mais après il y a aussi des choix de société. Donc nous, la question typiquement des cotisations sociales qui est souvent mis en avant comme si la France était le pays le plus taxé, alors que non, c'est qu'on a un modèle différent. Donc en fait, parfois on peut s'en inspirer, parfois aussi c'est des modèles qui sont différents et c'est aussi une force si on arrive à respecter nos principes et à faire participer tout le monde de manière équitable, quoi. Donc on s'en inspire, mais de manière mesurée, je dirais. Je sais pas si, peut-être que sur les retraites, et Amandine, si tu veux rajouter Ouais. quelque chose. Ah ben vas-y, je t'en prie. Tu voulais parler des retraites? Non, bah, enfin, Non, sur les retraites, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a choisi pour cette année parce que quelque part on sentait que le sujet politique allait être là. On a choisi de travailler tous ensemble sur les marges de manœuvre budgétaires, c'est-à-dire quels étaient les outils, les leviers pour trouver de l'air en fait dans le budget, etc. Donc on n'a pas travaillé à proprement parler sur le financement des retraites, qui est par ailleurs très travaillé évidemment par définition par la CFDT. Mais ça a été un choix collectif de s'attacher à travailler davantage sur les marges de manœuvre. Je suis assez persuadée que dans les mois ou années à venir, il va nous falloir de nouveau identifier comment on utilise aussi ce budget d'État, est-ce qu'il faut prioriser, voilà, sur quelle politique publique il faut prioriser, comment on organise les investissements, etc., et les budgets. Donc, je pense qu'on sera amené à y travailler bientôt. On arrive dans les 5 dernières minutes. Il y a une bonne question. Je vais essayer d'en englober plusieurs en fait d'un coup sur notamment l'augmentation de la flat tax. En fait, il y a beaucoup ce discours-là qui est de dire en fait que nos propositions, celles qui peuvent être amenées pour avoir plus de recettes, vont freiner les investissements étrangers en France et du coup avoir des conséquences sociales notamment, c'est-à-dire moins d'emplois ou problème voilà, de désindustrialisation. Bref, vous m'avez compris. Sur le territoire, qu'est-ce qu'on répond à ça et qu'est-ce qu'on répond aussi aux effets de bord que peuvent avoir la taxe Zuckman, il y a des propositions alternatives qui peuvent être proposées d'emprunts obligatoires ou pour les licornes, d'achat d'actions pour les salariés. Bref, là-dessus, qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on a instruit ou un peu davantage documenté cette question des effets de bord? Oui, j'y vais si ça te va, Amandine. Donc oui, bah, en fait, ce qui est quand même intéressant, et c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en avant, mais il y a plein de chiffres qu'on peut mettre en avant, c'est que bah, de fait, il y a eu pas mal de rapports et d'études sur les mesures fiscales qui ont été mises en place, donc notamment la flat tax, et donc, qui était plébiscitée par une partie du pays, enfin du moins
enfin une partie politique, en disant oui, ça va créer, ça va développer la croissance, ça va créer des effets positifs, etc. Ce qui est quand même notable dans tous les rapports économiques, c'est qu'il y a pas d'effet magique. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que waouh. Ok, les dividendes sont moins taxés, mais c'est fou ce que ça a apporté à la croissance, quoi. Enfin, c'est vraiment pas le cas. Et encore une fois, il y a eu quand même beaucoup de rapports. Et en plus, donc c'est un organisme qui est rattaché à Matignon, qui a fait des rapports sur plusieurs années. Donc je veux dire, c'est pas juste un rapport une fois sur voilà. Enfin, dans ce coin, c'est vraiment c'est quand même très très étudié. Et ce qui est mis en avant, c'est que finalement, c'est quand même assez politique cet argument de dire que c'est très bénéfique pour l'économie et aujourd'hui, en fait, c'est pas prouvé au niveau des chiffres. Et d'ailleurs, quand on voit la situation budgétaire du pays, qui est grave hein, de la part, enfin, tout le monde le reconnaît, il y a un vrai sujet. Quand on voit la situation budgétaire du pays, si jamais ces mesures étaient si bénéfiques que ça, bah, en fait, on aurait une croissance qui serait supérieure et donc on serait pas dans cette situation-là. Donc en fait, il y a quand même des sujets, enfin, il y a des discours politiques qu'on entend beaucoup et c'est vrai que ça fait peur en plus parce que c'est des sujets techniques que tout le monde ne maîtrise pas et c'est normal. Donc on peut vite tomber dans ces trucs-là et dans ces caricatures de oui, ça va nuire à la compétitivité, etc. De fait, honnêtement, on voit pas très bien en quoi faire payer davantage d'impôts sur les dividendes, ça aurait un effet négatif sur la croissance. Enfin, je veux dire, c'est quand même un... le lien n'est pas prouvé et économiquement, il n'est pas prouvé. Donc nous, c'est quand même ça, bah, je pense, notre réponse. Et après, pour la taxe Zuckman, oui, ça fait peur parce qu'on en entend aussi beaucoup parler. Mais là encore, en fait, bon, taxe Zuckman, c'est un peu différent. En fait, la question, c'est aussi quel projet de société on veut. Comment est-ce qu'on veut justement qu'il y ait une croissance dans le pays? Est-ce qu'on estime qu'effectivement, on est d'accord pour se dire que les grandes entreprises, et que, en l'occurrence, surtout les grandes fortunes qui maîtrisent ces grandes entreprises, elles ont plus de liberté que tout un chacun, mais a priori, ça va servir à la croissance du pays. C'est une possibilité, c'est une posture, mais de fait, aujourd'hui, c'est quand même pas ce qu'on voit. Enfin, c'est pas ce qu'on constate économiquement dans le pays. Donc, effectivement, il y a des dispositifs qui peuvent faire peur. Donc, de dire que l'État pourrait avoir des actions dans l'entreprise. Après, encore une fois, il faut aussi regarder les chiffres. Mistral, par exemple, qui est l'exemple qui est mis en avant, on parle de 10% de Mistral, on parle de 24 millions d'euros. Donc, en fait, si jamais si jamais l'État rentre en actionnaire à ce niveau-là, et sachant qu'en plus l'idée c'est que l'État n'ait pas de droit de vote, ça va pas bouleverser Mistral, quoi. Donc là encore une fois, c'est une vision de la société, c'est des arguments qui font peur, mais en fait, il y a quand même pas grand-chose derrière, quoi. C'est pas si sourcé que ça, quoi. Amandine, je sais pas si tu veux. On n'a plus de temps et on tient à finir à 9h30, mais juste un petit point sur la question de l'optimisation fiscale. Parce qu'en fait, on fait comme si aussi on introduisait des mesures, mais toutes choses égales par ailleurs. Donc évidemment, si on met en place une taxe sur les très hauts patrimoines, type la taxe Zuckman, il y a un énorme enjeu à mettre en place des garde-fous contre l'optimisation fiscale, par exemple, parce que par exemple, le Conseil d'analyse économique dit que si l'optimisation fiscale a lieu, etc., et qu'on ne fait rien sur cette dimension-là, l'État peut perdre plus de 50% du gain potentiel généré par la mesure, comme une taxe Zuckman, par exemple. Donc évidemment, il faut penser l'ensemble d'un dispositif qui permette à la fois de cibler ceux qui aujourd'hui effectivement contribuent moins à l'effort général, malgré le fait qu'ils puissent largement le faire, et qui par ailleurs ont tous les moyens et tous les leviers pour optimiser fiscalement leur richesse. Et voilà, et donc il faut jouer sur l'ensemble des tableaux, et c'est jamais toute chose égale par ailleurs, il faut bien réfléchir à l'ensemble des garde-fous à mettre en place.